Une question de mentalité aussi, mais quel dommage qu'on ait le génie, qu'on ait l'étincelle et qu'on n'ait pas la puissance financière, peut-être le goût du risque, comme vous dites derrière, pour développer ça, Barbara. Mais le génie scientifique, on l'a eu, fut un temps où même la France a été une grande nation qui fabriquait non seulement des scientifiques, mais des découvreurs. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui... Emmanuelle Charpentier, récemment, qui a eu le prix Nobel. Oui, mais enfin, elle a réussi sa recherche, précisément parce qu'aujourd'hui, ce monde-là de la recherche est un monde qui est très lié au monde financier. Et ce n'était pas du tout le cas au XVIIIe siècle, au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Donc aujourd'hui, effectivement, les pays qui ont cette pensée un peu start-up nation fonctionnent évidemment. Là, on le voit dans les questions des biotech qu'évoquait Martin Blachier, mais aussi dans le monde, par exemple, de tout ce qui est le digital. Vous avez des petites start-up dans des petits pays qui démarrent pendant une dizaine d'années et puis qui tout d'un coup réussissent à se vendre à des grandes multinationales américaines. Donc là, la question aussi pour la France, c'est qu'on a d'excellents scientifiques. Ce qu'il faudrait déjà, c'est les garder, éviter la fuite des cerveaux. Et pour ça, il faudrait aussi favoriser chez certains d'entre eux, chez notamment les plus talentueux et ceux qui le souhaitent, favoriser cet entrepreneuriat aussi qui n'existe pas en France. Parce qu'en France, vous êtes un scientifique à l'université et dès que vous voulez monter un projet qui sera un projet où il y aura de l'entrepreneuriat, on va vite vous mettre des bâtons dans les roues. Et surtout, si on ne vous met pas des bâtons dans les roues, en tout cas, vous allez être tellement harcelé par l'administration, y compris par l'administration européenne, qui, pour vous donner quelques fonds, quelques centaines de milliers d'euros, va vous demander des dossiers où vous n'en finissez plus de les remplir. Donc, on voit bien ici que ce manque de souplesse impacte nos chercheurs qui sont pourtant excellents. Moi, je suis quand même étonnée qu'avec toutes les incertitudes qui sont les nôtres et que nous avons appris en plus à être de plus en plus dans une forme d'humilité et de doute vis-à-vis de ce virus, on puisse dire que le virus est assez stable pour penser que ce vaccin, parce que c'est un vaccin particulier avec de l'ARN et que donc c'est un messager génétique qui va activer une réaction et que c'est donc pas du matériau viral dégradé. Alors donc il n'y a pas de problème, ce vaccin-là va sans doute être efficace. Mais on n'en sait strictement rien. Et on ne sait pas non plus mais on ne sait pas non plus ce que le SARS-CoV-2 va donner au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des modifications de ces dimensions génétiques ? Il y a des études aujourd'hui qui ont l'air de dire quand même qu'il y a des petites modifications, ce n'est pas des modifications massives, mais qu'il y a un type de Covid-19 dans certaines régions qui se trouve un petit peu modifié dans d'autres. Donc on ne sait pas exactement si le Covid-19 de Chine en octobre-décembre 2019, c'est exactement le même que celui de septembre 2020. La question, il faut la poser à Oui, non, mais moi, je trouve quand même que se dire aujourd'hui que ce vaccin, c'est le bon, on y va, et surtout, on lance la grande machine à relever. Mais surtout, on lance la grande machine financière. Et quand vous lancez la grande machine financière, c'est pas comme lancer des chercheurs dans un labo. Vous lancez des chercheurs dans un labo, ils vont faire le boulot. Mais quand vous lancez la grande machine de l'industrie pharmaceutique et de la finance, alors là, cette machine-là, vous ne l'arrêtez pas. Et vous risquez de vous retrouver avec des stocks de vaccins pas très utiles, tout comme on s'est retrouvé, par exemple, avec un stock de Remdesivir, je rappelle, dans l'Union européenne, qu'on ne sait pas quoi en faire et que donc on prescrit un peu n'importe comment aujourd'hui parce qu'on ne sait pas quoi faire. On en a acheté tellement en pensant que c'était efficace. Donc, il ne faudrait peut-être pas qu'on se retrouve là avec beaucoup de doses qui ne nous serviraient peut-être pas de façon aussi sûre. Ce raisonnement-là, en fait, il est tenu pour toutes les autres pistes de vaccins, c'est-à-dire que les industries se mettent en route pour produire avant même de savoir si les autres tentatives de vaccins, et il y en a 9 ou 10 qui sont en phase 3, vont fonctionner. Donc, ils font le pari que de toute façon, si ça marche, il faudra déjà en avoir, j'en reparlerai quitte tout à l'heure. À tout jeter à la poubelle si ça ne marche pas. Vous vouliez dire quelque chose ? Non, je pense qu'aussi pendant qu'on se focalise énormément sur le vaccin, on continue à laisser peut-être aussi un petit peu de côté les pistes de traitement, même si on sait qu'il y a des recherches qui sont faites sur les traitements. Et quand on compare, je ne vais pas partir longuement dans les détails, mais dans les années 90, il y a eu une course au vaccin sur le paludisme, ce qui est très différent puisque c'est ni un virus ni une bactérie, c'est un parasite. Ça fait 50 ans qu'on cherchait. Bill Gates et Glaxo ont prétendu avoir trouvé le fameux vaccin. Il y a eu des grandes campagnes de prévaccination. Il y a eu des études phase 3. Là aussi, phase 3, on a crié, ça y est, on l'a trouvé, on l'a trouvé. On n'a rien trouvé du tout. En 2015, il s'est avéré que le vaccin en question était inefficace, sauf que l'OMS en avait acheté des milliers de doses et qu'aujourd'hui, là, en 2020, on lance une grande campagne de vaccination en Afrique en utilisant donc le Mosquirix, le fameux vaccin de Glaxo et de Bill Gates. Or, il n'est pas efficace. Et pendant ce temps-là, tout ce temps perdu,
on n'a pas continué à investir, et notamment ce cher Bill Gates, le grand philanthrope, on n'a pas investi dans le traitement. Si on se fie à la logique capitalistique de ces grands groupes, on imagine bien que là où il y a une source de profit avec un traitement, ils ne vont pas la négliger. Alors si je peux terminer sur ce point-là, c'est bien ça le problème. On est aujourd'hui sur des pistes, notamment, on sait qu'à l'Institut Pasteur de Lille, il y a une piste sur une molécule très connue, dont on ne connaît pas le nom, mais on sait que c'est une molécule très connue qui serait assez efficace pour éviter les formes graves du Covid. Et ça, c'est peut-être un chemin qui, en plus, économiquement, sera beaucoup plus rentable. Parfait. Mais on continue à partir sur des milliards et des milliards qui font monter les marchés financiers, avec peut-être une efficacité. Les deux vont de pair. Ah ben les deux vont de pair, sauf que ça n'a pas le même coût. À Lille. Non, mais c'est pas le même coût. C'est pas le même coût de produire des vaccins avec des milliards et travailler sur des traitements avec des molécules dont on possède peut-être déjà la connaissance. Mais on ne va pas s'arrêter de travailler sur les vaccins parce qu'en parallèle, il y a des recherches sur les traitements. Je pense que sur un coronavirus, on n'a pour l'instant jamais fait, et M. Blachier, vous me direz si je me trompe, mais il n'y a jamais eu de vaccin contre des coronavirus. Mais c'est un nouveau type de vaccin. Ah ben oui, mais c'est aussi le coronavirus, on n'en a jamais eu ni sur le SARS-CoV-1, ni sur le MERS, qui sont beaucoup plus mortels que le CoV-2. Donc, moi, j'aimerais juste me demander si ce n'est pas le traitement plutôt que le vaccin et s'il ne fallait pas tout investir dans les traitements. Bon, mais là, il y a ces résultats en phase 3. Alors... J'ai même eu un sentiment de nostalgie soviétique, obligatoire, enfin quand même, encore une fois. Même dans ces questions de vaccination des enfants, et c'est nécessaire de vacciner les enfants, on voit bien qu'il y a, tous les ans, il y a des parents qui essaient d'envoyer leurs enfants à l'école sans avoir fait les vaccinations obligatoires. Donc on se doute bien qu'à fortiori pour le Covid, dont on rappellera qu'il est à 0,5% de mortalité, on se doute bien que tout le monde ne va pas se vacciner. Et j'ai déjà entendu, moi, des gens de plus de 70 ans qui me disaient « je ne me ferai pas vacciner ». Donc je pense que effectivement, M. Jadot, M. Corbière, c'est leur petit côté jacobin, et voire plus même, encore une fois, qui s'exprime. Et puis surtout, même s'il n'y a qu'une partie de la population qui se fait vacciner et que c'est cette population qui vient encombrer en quelque sorte nos hôpitaux, parce que le seul problème aujourd'hui que pose le Covid, on ne le rappellera jamais assez, c'est la saturation de nos structures hospitalières. Donc à partir du moment où ça fait évacuer cette pression sur les structures hospitalières, je pense même qu'on oubliera le Covid. Voilà, et que aussi, ce qui serait bien, c'est qu'une fois qu'on aura oublié le Covid, on n'oublie pas l'hôpital et on n'oublie pas de restructurer notre hôpital parce que c'est pas forcément que des coronavirus, il y aura d'autres virus aussi qui viendront. Non, mais alors, voilà, on voulait avoir de toute façon, Donald Trump a fait en sorte que l'administration est achetée massivement. Donc c'est bien que Donald Trump avait la vision que Pfizer avait été une des clés, pas que celle-ci. Mais par contre, moi, ce qui me gêne aussi dans ce que a dit tout à l'heure Laurent Alexandre, et ça revient un petit peu sur cette question-là, c'est que dès qu'il y a la moindre question ou que effectivement tout le monde ne se jette pas tous les ans sur le vaccin contre la grippe, on vient sous-entendre que c'est le camp des complotistes qui a fait son œuvre et qui là, telle une pieuvre, agit. Je crois qu'il n'y a pas forcément toujours à avoir partout, dans la moindre question ou le moindre doute qui est émis aujourd'hui, la trame des complotistes. Parce Disons que vraiment, qu'il y a un consensus médical pour la vaccination. Le coup du complotisme, ça finit par devenir dangereux parce qu'il y a des vrais complotistes et qu'aujourd'hui, finalement, en noyant tout le monde dans cette espèce de groupe général des complotistes, finalement, les vrais complotistes, on ne s'en occupe plus.